C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui glisse sur la glace comme tout le monde quand il neige et il pleut ensuite en plein mois de janvier. J'expliquais à ma grande fille que c'est ça la vie en 2024. Les statistiques indiquent que de plus en plus, il va y avoir un hiver sur 3 où il va à peu près pas neiger, où il fera pas très froid. C'est la nouvelle réalité. Mais dans ce temps-là, on se tient à la maison, on reste en dedans au chaud et on se fait un café dans une tasse. Une tasse de quoi? Une tasse de tech, bien sûr. Oh là là. Voilà, je viens de boucler la boucle. Alain McKenna, voilà. Avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain. Ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait un rapport météo. Très content. Ça me manquait. Chaque épisode, tu nous fais part de temps en temps, il le faut. De l'état de la météo et du temps. Écoute, on va commencer tout de suite. Moi, je suis tout de suite fébrile. Je veux commencer avec les nouvelles. J'aimerais qu'on mentionne d'abord peut-être les partenaires du podcast, TELUS, Plan Hub, Hello Darwin, et aussi Planet Oster. Mm-hmm. Mais aussi l'épisode qui est présenté par Hello Darwin. C'est le Tinder pour trouver des fournisseurs aux entreprises. Hello Darwin, c'est une entreprise québécoise qui se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transformation numérique de votre entreprise. Si vous avez et vous voulez, tout le monde veut se transformer numériquement si c'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà transformé numériquement, on veut l'être encore plus. Hello Darwin peut vous aider à trouver les subventions que vous voulez, trouver les partenaires dont vous avez besoin pour faire déployer les ailes de votre organisation dans le numérique, déployer vos ventes, déployer vos services aux clients. Ils vont vous apporter aussi le soutien nécessaire dans l'exécution de vos projets. Vraiment génial. Allez sur Hello Darwin. C'est la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Allez sur hellodarwin.com. Maintenant, tout de suite, là. Ouais, continuez de nous écouter quand même, s'il vous plaît. Ça serait gentil. Oui, effectivement. Hey, je vais te donner un petit coup de vieux, là. On est en 2024 et il y a quelques jours à peine, on fêtait quoi? Le 40e anniversaire du Macintosh, en fait, je devrais le dire comme ça, qui était lancé, qui a été mis sur le marché le 24 janvier 1984. Bon, moi, j'avais 6 ans. Ouais, quelle révolution. J'étais un petit peu plus vieux, pas beaucoup. Mais wow. Je veux dire ceci, OK, parce que là, on est rendu vieux. Ça fait longtemps qu'on fait notre job, Pascal. Donc, on a ce bagage. On connaît la techno depuis assez longtemps pour raconter l'histoire du Mac. Et j'écoutais ce qui se disait à la radio. Je disais ce qui s'écrivait dans les médias généralistes qui ne connaissent rien. Et mon Dieu, qui ont raté l'occasion de raconter une belle histoire. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y a des gens qui traitent Mac, puis c'est l'occasion de les rencontrer parce que dans leur sous-sol, ils ont une table en forme d'un vieux Macintosh, mais c'est pas l'histoire du Mac, c'est pas l'histoire de la technologie. Ils ont vraiment raté l'occasion de raconter comment le Macintosh a vu le jour et comment Apple n'a aucun mérite dans le fait de la création de ce qui était à l'époque un projet de recherche simplifié, mais qui venait de l'université de Stanford, entre autres, en Californie. Je sais pas si c'était en 84. Moi, j'étais en train de jouer avec des Legos, probablement, ou dans un carré de sable, ou je sais pas quoi, au parc. 14 ans, puis évidemment, c'était une révolution. Il y avait les Apple II, qui étaient des ordinateurs comme des IBM. Là. C'était très cher, c'était très gros. Et là, il arrive avec le Macintosh, une belle petite boîte qui était portable. Avec un superbe écran monochrome de 9 pouces. 9 pouces de diagonale, les gens se rendent pas compte. Tu sais, moi, j'ai grandi avec une grosse télé de 24 pouces dans mon sous-sol, un écran d'ordinateur de 9 pouces. C'était la grosse affaire. Puis là, maintenant, on a des écrans de 38 pouces, de 48 pouces. Bon, 27, 24 pouces plus, mais c'était 9 pouces, c'était énorme. C'était monochrome, il n'y avait pas de couleur flyée. On avait une souris avec un bouton dessus, parce que je pense que Steve Jobs n'aimait pas ça, avoir 2 boutons. Alors, il fallait manipuler la souris. Les gens savaient pas comment ça marchait une souris. Il fallait mettre des disquettes là-dedans. Les grosses disquettes solides, c'est vraiment une belle révolution. Ouais, je pense que la plupart des floppies, les disquettes y avait-tu des floppies dans le... le Mac, non. Les PC, le Mac, oui. C'était les le Mac, c'est les 3,5. Le PC, c'est les 5 écarts. On disait ça comme si on était savant à l'époque. Fait que les 3,5, déjà, c'était une évolution technologique. Il n'y avait pas de disque dur. Ouais. 1.44K, si je ne m'abuse. 1.44 MB, c'est ça. C'était pas beaucoup, là. Il y en a des mecs dans ce que je doctais, là. Et les floppies étaient éventuellement avaient recto verso, hein, tu peux les flipper, puis tu avais 2 fois plus de mémoire. Je me rappelle plus, c'était moins qu'un meg, me semble. Ouais.
Puis tu mettais tes 6 disquettes pour charger ton programme, pour avoir Office. Là, c'était plusieurs disquettes que tu mettais une après l'autre. Mais on doit à cette interface graphique-là tout l'Internet ensuite, parce que ça a été développé évidemment ailleurs que chez Apple, mais cette notion que ça prenait des fenêtres à l'écran qu'on pouvait manipuler avec une souris et les hyperliens qu'on clique avec la souris, avec le curseur de la souris, ça vient de cette même pensée d'interface que MS-DOS ne pouvait pas créer, que IBM n'avait pas comprise à l'époque. Donc, ça a quand même lancé quelque chose de gros, même si le Mac était, comme aujourd'hui, trop cher pour ce qu'il a fait. Et en plus, à l'époque, macOS c'était buggeux, il n'y avait pas de logiciel. C'était quand même pas n'importe quoi. Ça a créé la place pour les PC Windows, essentiellement, et c'est ça qui est arrivé. On doit la démocratisation plus à Windows. Mais c'est comme Beta VHS, c'est comme toutes ces espèces d'affaires-là qui s'opposent et de l'espèce de technologie, une petite coche au-dessus qui est trop chère, donc les gens n'adoptent pas. Et là, tu as l'affaire en dessous qui est plus accessible, qui fait la job. Et les puristes vont toujours comme mais en même temps, ça fait la job. Je pense que ça, c'est la barre de tolérance de bien des technologies dans le monde, là. Mais les gens se rendent pas compte non plus qu'aujourd'hui, des fois, je me souviens qu'il y a quelques semaines, tu as mentionné qu'un laptop, c'était rendu 1500, c'était très cher. À l'époque, un laptop, c'était 6 000 $. Ah oui. En 1990, c'était 6 000, 8 000 $ pour un laptop. C'était très, très, très cher. Puis c'était des laptops de 4-5 kilos. C'était une valise, autonomie de... J'exagère à peine en disant une demi-heure. Là. C'est une couple d'heures, non? C'est rarement plus de 4 heures à une certaine époque. Puis, c'était rare. Mais c'était une course vers les appareils plus abordables parce qu'on a eu au début, il y a 15 ans à peu près, c'est la course du PC à 500 $, ensuite c'est du PC à 250, ensuite ça a été le laptop à 100 $, le One Laptop per Child, qui était à l'époque un gros projet. Puis là, après ça a complètement viré, on dit en France, ça virait aux couilles, hein. Et puis c'est devenu le contraire. Là, les PC sont encore de plus en plus chers, et les Mac aussi, évidemment. Mais l'as-tu eu en main le One Laptop per Child, le laptop à 100 $, qui finalement je me rappelle à l'époque, c'était un projet beau sur papier. C'est ça. Ça marchait pas très bien. En pratique, c'était pas évident. Non, mais c'était aussi le mouvement open source. L'affaire que jamais vraiment, parce que là, on parle de 1984 et le Macintosh incarnait l'esprit d'une recherche informatique qui remontait aux années 60 à l'université. Mais il y a un truc qui n'a jamais passé de la recherche à la réalité, c'est que cette logique-là du open source, c'est ça m'a fait penser, c'est que quand tu achetais un matériel, en principe, le logiciel devrait dû être tout le temps gratuit. Mm-hmm. Parce que tu achetais vraiment la quincaillerie, mais tout le reste, ça venait juste accompagner le matériel. Et donc, selon cette logique, les logiciels qu'on achète auraient dû tout le temps être gratuits. Mais on les achète. Et là, parlant à tout le mouvement cloud, là, qui aujourd'hui fait de l'argent en nous vendant 15$ par mois des logiciels qu'on pourrait ne pas avoir à payer si on était dans une autre époque et dans un autre monde. Et là, tu as comme une idée de comment ce marché-là est devenu une business plus vite que d'autres, finalement. C'est pas une mauvaise chose non plus, parce que je pense que l'informatique, ça part d'un vieux mouvement hippie, là. Tout le monde. Tout le mouvement après ça, tu sais, Napster, BitTorrent, toute cette notion du partage de contenu logiciel gratuitement. Bon, évidemment, il y a une partie de ça qui est illégale, on le sait, parce qu'il y a du droit d'auteur et tout ça, mais ça vient de cet esprit de l'Internet des débuts, qui vient de l'informatique des débuts, où tout ce qui était logiciel, tu n'avais pas acheté quelque chose qui était immatériel. Évidemment, si je lance ça comme une conversation et converser tant que vous voulez, je dis pas que j'ai raison, c'est juste que c'était comme ça que c'était réfléchi à l'époque. Mais évidemment, il a fallu faire de l'argent avec ça, donc c'est devenu ce que c'est, et c'est la même chose avec tout ce qui est le numérique aujourd'hui. C'est des choses on pourrait échanger gratuitement, mais justement, il faut quand même payer quelqu'un quelque part. Oui, parce que ta machine, à un moment donné, tu l'as achetée, mais après ça, il faut maintenir les serveurs. Avec tous les services web, il faut qu'il y ait quelqu'un à quelque part que tu peux dire, ah oui, la communauté va laisser ses ordinateurs allumés. À un moment donné, si tu veux un service fiable, si tu veux un service qui se bonifie, il faut qu'à un moment donné, tu encourages, il faut que tu stimules les créateurs. C'est là que, puis il faut que tu mettes des standards de sécurité. C'est bien beau la liberté. Moi, Linux, je me souviens que dès les débuts, là, au début je reviens à la revanche des nerds, puis là, il faut parler de Linux parce que c'est ouvert, c'est libre. Tu vas sur la communauté, on va t'aider. Là, c'est sûr, je vais recevoir des courriels de pas gentils, là. Mais moi, l'aide sur les forums Linux, là, tape la ligne de commande, puis va dans le bash, puis change le custom kernel driver, puis fais ton pilote. Ouais. Compile-moi ça, mon grand, ben oui. Tu m'aides pas bien, là. Moi, je vais imprimer avec mon ordinateur, là. Tape la ligne de commande. Oui, mais écoute, il y a des instructions qui, des fois, là, j'ai été obligé de relire, mais c'est incompréhensible pour le commun des mortels. Puis c'est là que Windows, c'est là que macOS
avec leur simplicité d'utilisation. Tu payes un peu plus, tu paies, tout simplement tu paies, mais tu t'assures d'avoir un minimum de véritables services, des véritables instructions, des choses qui sont utilisables par le commun des mortels versus Linux, qui est formidable. Je vous le dis, j'y crois, c'est fantastique, mais faut travailler pour que ce soit plus accessible, sinon ça va pas. Et c'est bien. Comme ça que tu te ramasses avec une souris à une touche. Avec une souris à une touche, parce comme que le Steve Jobs en veut pas deux. Ça boucle la boucle, Pascal. Ça boucle la boucle. Écoute, quel moment de nostalgie. On va passer aux actualités parce qu'il serait à peu près temps. On est quasiment rendu au bout. Juste rappeler rapidement que les actualités d'une tasse de tech sont présentées par InfoBref, qui est un autre service magique et gratuit sur Internet. C'est un moyen simple et gratuit, en fait, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. C'est une infolettre, c'est un site web, c'est aussi une balado, mais en gros, c'est surtout une infolettre qui, chaque matin, vous résume dans votre inbox en moins de 5 minutes 10 grandes affaires qui se sont passées dans le jour qui précède, et peut-être des fois même dans le jour qui s'en vient. Je sais pas s'ils lisent dans l'avenir, mais des fois on peut quand même projeter. Allez voir ça, infobref.com, ça vaut la peine, sérieusement. Les gens qui le lisent sont toujours très heureux. Ils sont rendus à, je pense, au-dessus de 20 000 abonnés, qui sont des vrais abonnés. Il y a personne là-dedans qui travaille dans une ferme de clics en Inde. Et je le dis, mais c'est super vrai, parce qu'il y a un gros mouvement en ce moment, et on le voit dans la balado, on le voit dans l'infolettre, de gonflement magique de nombre d'abonnés à des choses qu'on se demande comment ils font, mais tu te dis, moi j'ai une petite théorie là-dessus, c'est qu'ils sont pas audités. Un chiffre pas audité, c'est facile d'inventer ça. Nous sommes ou d'ajouter des abonnés en payant des sommes dérisoires. Je veux dire l'affaire, parce que je partage, depuis que Meta, c'est drôle comment est-ce qu'on part partout aujourd'hui, on a vraiment une balado extrêmement déjantée, mais profitez-en, c'est du bon temps. Avec Meta, on partage évidemment la vidéo de la balado sur Facebook, et Meta, de plus en plus, et ça c'est un autre sujet, parce que bientôt les 20 ans de Facebook s'en viennent aussi. Dans une semaine, on fera un spécial la semaine prochaine, Pascal, les 20 ans de Facebook. Où étiez-vous avant Facebook? Nulle part, on n'existait pas, en tout cas. Tous les influenceurs qu'on rencontre n'existaient pas à l'époque, ça c'est certain. Meta, donc, essaie, parce qu'on a atteint un certain pic Facebook. Facebook est clairement en perte de vitesse. Instagram continue, Threads apparaît un peu. Et on voit chez Meta la volonté de regrouper un peu tout ça pour créer une espèce de gros pipeline où tout s'en va sur toutes les plateformes, peu importe. Et quand on met les vidéos d'une tasse de tech là-dessus, ça se ramasse maintenant sur Instagram. Évidemment, la petite description, j'essaie de mettre des hashtags, de taguer des choses, et ainsi de suite. Puis ça crée une réaction non espérée de gens qui m'envoient des petits messages privés de genre « Hey, tu veux avoir ton 50 000 followers facile? Paye-moi $10. » Donc, si vous voulez avoir une idée de combien ça vaut 50 000 followers, faux followers en 2024, c'est 10$. Tabarnouche, c'est pas pire. Je pensais que tu avais reçu, quand tu parles de veux-tu moi je pensais que tu allais dire un zizi plus gros. Mais ça, je pense que c'est moins fréquent dans les algorithmes maintenant. Au début, dès que tu avais un compte de courriel, tu te mettais à recevoir des messages, veux-tu ça, je le reçois pas. Je sais pas si, je vais le prendre comme une bonne nouvelle, là. J'ai pas besoin de ça a l'air, mais je reçois en fait, c'est parce qu'évidemment, la balado est sérieuse et professionnelle, donc on reçoit des fausses promesses professionnelles, mais c'est facile, des faux followers, je vais vous le dire. Moi, je suis encore émerveillé que dans Facebook, tu reçoives à tous les jours, je reçois des demandes de jeunes filles avec des formes, je suis célibataire. Tous les célibataires de Lille en France qui ont 45 ans, qui sont veuves des fois aussi, ça c'est assez spécial. Des fois, c'est plus payant, ils ont un enfant qui va être malade dès que tu vas commencer à les rencontrer. Je trouve ça fantastique qu'il n'y ait pas encore de filtre pour ces trucs-là. Je trouve ça fantastique qu'il n'y ait pas encore de filtre. Imagine si Facebook devait éliminer tous les faux comptes qui existent sur sa plateforme. On passerait de 3 milliards d'utilisateurs à je sais pas combien, mais beaucoup moins. Un gros montant moins, je suis prêt à dire. Beaucoup moins, c'est sûr. Mais ça fait leur affaire à tous les 3 mois de dire on a des nouveaux abonnés, même s'il y a plus d'abonnés Facebook que d'humains, probablement, à ce stade-ci. Aïe. Fait que tout ça pour dire qu'on est dans les actualités, mon cher ami. Oui, on parle d'actualité. Dans ce qui se passe en ce moment. On va revenir sur Apple. D'ailleurs, on revient sur Apple 2 fois dans les actualités, c'est pas rien, mais on va parler de char. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Tu vas nous parler de char. Écoute, c'est ton rayon, puis je suis toujours content de te parler de voiture, parce que je me sens, j'ai l'impression de parler à un connaisseur. Selon Bloomberg, l'auto de Apple pourrait être lancée, la fameuse voiture Apple, le projet Titan, ou encore, je savais pas, son nom de code T172. Ben oui, tu m'apprends ça. L'Apple Car, moi j'appelle l'Apple Car, je trouve ça facile. L'Apple Car, mais moi, le projet Titan. Titan, je l'avais vu, c'est depuis 2014 qu'on en parle.
c'est quand même débile, là, depuis 2014, que dès l'an prochain, dès dans tu sais, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2014, on a arrêté de parler de la télé 4K d'Apple, parce qu'elle était imminente, là, depuis 5-6 ans. Oui. Et là, on s'est mis à trouver une autre affaire. Donc là, c'est le projet Titan. Et voilà. C'est le projet Titan. Le projet Titan qui devait être une voiture entièrement autonome. Là, c'était une révolution. Apple arrivait avec une voiture qui avait pas de volant, qui avait pas de pédale. Et malheureusement, il semble qu'en 2028, Apple va lancer une voiture de niveau 2+. Oui, parce qu'on s'est rendu que le projet Titan avait pas de volant, pas de pédale, pas de carrosserie, pas de pare-brise, pas de siège, pas rien finalement, c'était du vent. Mais là, ils ont engagé, semble-t-il, plein de monde et ils ont éventuellement mis tout ce monde-là dehors. Mais là, c'est ça, c'est que ça continue pareil. Ben oui, il semble que c'est leur plus gros projet de recherche depuis 10 ans. Écoute, il y a plein de choses, comme tu dis, la carrosserie, quel va être le look. Imagine les attentes quand Sony a dévoilé une voiture au CES il y a 2 ans, si je ne m'abuse, avait un look absolument futuriste, qui est devenu un produit Sony et Honda et qui s'appelle maintenant Afeela. Afeela, un drôle de nom. Apple, comment ils vont l'appeler? Ça va être le Apple Car? Ils vont-tu trouver un meilleur nom? Quel va être le look? Mais on va enfin pouvoir visiter le fameux campus d'Apple et se rendre compte que l'anneau est en fait une piste NASCAR et c'est essentiellement là qu'ils essaient la voiture. Oh, à l'intérieur, dans le sous-sol, tu as une piste NASCAR, c'est là qu'ils font les essais, dans le 4e sous-sol, dans l'anneau d'Apple. Ça serait très, très drôle qu'on dévoile ça. Une piste. Ah oui, ça serait un méchant stunt, ça. Ça serait extraordinaire qu'on t'invite à l'anneau, qu'on te descende en bas, qu'on te fasse faire des tours. Fait que c'est ça la grosse nouvelle. J'ai trouvé ça très drôle. Combien va coûter cette voiture-là? On le sait, encore une fois, c'est une drôle de nouvelle de dire que les Apple stagnent. Encore une fois, on stagne à coût de centaines de milliards. C'est pas un gros problème. Mais on espère que peut-être qu'un nouveau produit, comme une voiture, à coût de 100 000, 150 000, combien va coûter la voiture Apple? C'est une question de timing. Là, la plus récente rumeur, c'est qu'on aurait une Apple Car en 2028. On parlait de 2026 avant, donc là, on n'arrête pas de repousser. On parle d'une conduite autonome de niveau 2, ce qui est essentiellement la même chose que ce que Tesla fait, General Motors aussi, Mercedes-Benz, ça fait même un peu plus. Pas de révolution, 2+, Alain. Pas juste 2. C'est quoi l'affaire? C'est que il y a 5 niveaux de conduite autonome. Le 5e, c'est pas de pédale, pas de volant. Niveau 2, c'est le niveau qu'on a sur les voitures actuellement sur la route. Mais si on passe au niveau 3, la grosse différence au niveau 3, c'est que tu n'as plus besoin du tout de tenir le volant ou de surveiller la route tout le temps que le système est engagé. Mais s'il y a un accident pendant que le système est engagé, la personne responsable, c'est le constructeur. Donc, le constructeur soit assez satisfait ou assez confiant dans sa technologie pour qu'il puisse dire, ben vas-y mon grand, c'est pas ta faute si c'est pas un accident. Et ça, j'imagine que chez Apple, on s'est dit, on n'a pas le goût de faire ça parce qu'il n'y a pas grand constructeur qui feel pour faire ça. C'est ça. Légalement, combien tu t'engages s'il y a un accident? Ben là, l'autre affaire, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il y a le Nevada et la Californie aux États-Unis qui permettent de tester seulement et même pas de mettre ça sur la route vraiment. Donc, c'est pas encore un marché. Mais les statistiques d'industrie, c'est drôle parce que c'est encore une fois où on part dans une autre direction. Mais les statistiques d'industrie dans l'automobile, d'ici 25 ans, tous les constructeurs s'attendent à ce qu'ils se vendent beaucoup moins de voitures pour plein de raisons. Et leur piste de sortie, c'est des véhicules autonomes qui seront plus vendus, mais qui vont être loués. Un peu comme des super Uber. Et c'est pour ça qu'on pousse beaucoup de ce côté-là des voitures autonomes. C'est pour ça que vous en entendez parler beaucoup. C'est parce qu'on pense que c'est l'avenir de l'automobile sur 40 ans, mettons. Oui, c'est pour ça que Uber et compagnie investissent des fortunes avec parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de chauffeurs, tout simplement. Il faut qu'on a le marché, on élimine les chauffeurs. Bonjour les revenus. Et d'ailleurs, c'était Tesla qui promettait que les voitures allaient être entièrement autonomes, que quand tu l'utilises pas, tu allais pouvoir la louer. Donc, elle est toujours en service, plus besoin de stationnement. Uber avait un ancien haut dirigeant de la NASA comme VP développement de voitures autonomes et jusqu'à récemment, puis ça n'a jamais décollé non plus. Donc, on promet des choses. Est-ce que vous connaissez les frères Lumière? Oui. Toi, tu les connais? Oui, je les connais. Ben oui. Les inventeurs du cinéma. Hein? Oui. L'entrée du train en gare, le film qui faisait terrifiait le public. On voyait c'est la gare de Saint-Cloud, quelque chose comme ça. Je me la gare de Ouin. Je suis de la gare du Nord, mais quand sais-je vraiment? Fait que, comme dit mon grand-père, la radio, elle bouge. Fait que ils ont inventé ça. Je Google pendant que tu nous en parles. Vas-y. Alors, on parle des frères Lumière parce que Google a lancé un truc cette semaine. On va parler d'intelligence artificielle parce qu'ils ont nommé leur propre intelligence artificielle générative de courtes séquences vidéo Lumière. Donc, Google Lumière en anglais. Eux, ils disent Google Lumière. On peut dire Google Lumière avec l'accent grave et tout. C'est donc un nouvel outil de génération de vidéos à partir de texte.
Cher Google, produis-moi donc la vidéo d'un train qui entre à la gare de Saint-Cloud. Et voilà, c'est ça. C'est la gare de Ciota. La gare de la Ciota. Demandez ce que vous voulez à Google Lumière, mais ça peut être aussi la gare de la Ciota. C'est un outil, donc, écoute, je sais que Google n'est pas le premier à offrir un service comme ça. Il existe des sites web déjà, et j'en avais essayé un, mais j'ai oublié le nom. Ça finissait par .ai. C'est un site web où tu pouvais écrire justement, j'avais essayé parce que mon garçon est en train de skier. Là, j'ai voulu lui produire une vidéo générée par l'IA de lui qui skie. Et ça m'avait donné une petite séquence de 7 secondes. Ouais. Et là, ce que Google fait, c'est des vidéos de 5 secondes de 1024 par 1024 pixels, qui sont évidemment de résolution basse, là, on s'entend, basées sur du texte. Donc, on peut demander, avec une partie d'une phrase, de créer une vidéo. On peut aussi donner une image fixe et il va l'animer. On peut demander des vidéos créées à partir de styles définis. On peut donner une image de référence. Moi, je serais curieux de l'essayer, de mettre une image, par exemple, de Salvador Dali, une peinture très iconique avec les montres qui coulent, puis toute la kit. Et dire, fais-moi une vidéo avec ça, voir ce que ça donne. Mais on peut demander ce genre d'application-là. On peut aussi animer des régions spécifiques dans une image pour créer des cinémagrammes, là, des espèces de cinémographes, ou comme vous voulez, là, mais vous savez, des fois, tout le reste est statique, mais il y a un bonhomme qui bouge dans le milieu. Oui, ou la fontaine coule, ou le feu d'artifice pétille en arrière. Oui, exactement. On peut aussi demander de changer les vêtements sur une personne ou d'animer les vêtements par exemple, d'une femme en robe qui est dans le vent, et que tout est fixe sauf la robe qui pogne dans le vent. En tout cas, bref, il y a des façons de faire ça de façon assez amusante. Malheureusement, Google Lumière n'est pas accessible au grand public parce qu'on a peur que ça crée beaucoup de deepfakes, imaginez-vous. On pense que tout d'un coup, on peut utiliser des outils pour créer des fausses vidéos parce que c'est effectivement extrêmement facile et ça va être très tentant de le faire. Surtout qu'on entre dans une année très cruciale à plein niveau, au niveau politique, social et ainsi de suite. Donc, on dit que ça se fait. On a montré une démo, mais on vous laisse pas le faire. Vraiment, on a confiance dans le public. Ça n'a aucun bon sens chez Google. Mais ça existe. Et si ça vous intrigue, allez voir. Il y a des sites déjà qui l'offrent. J'aimerais ça vous donner le nom du site dont j'ai oublié le nom, mais ça se trouve et c'est assez amusant. Évidemment, tout ça est en bêta et très sommaire. C'est plus amusant parce qu'on n'est pas encore au stade où on peut créer des vidéos d'une personne vraie de vraie qui vont être convaincantes. Mais c'est quand même assez fascinant où on s'en va avec ça. Et Google le dit. Oui, on a de technologie, on la développe très vite et au point où c'est rendu qu'on a peur de la commercialiser parce qu'on a peur du dérapage. Oui. Et ça, si ça n'envoie pas un signal fort, je sais pas ce qu'il peut le faire. Tu sais, faut vraiment, il est temps qu'on mette peut-être un petit pied sur le frein ou en tout cas qu'on fasse de quoi avec ça. Mais bon, c'est une autre conversation. Une pensée pour Taylor Swift, qui est victime de deepfake pornographiques avec ses images qui circulent sur les réseaux sociaux. J'en parlais à la radio justement il y a 2 jours, puis on disait ça parce qu'on peut déjà, et c'est des jeunes au collège aux États-Unis qui se sont fait prendre, ils ont pris des photos des collègues des jeunes collègues féminines dans leur cours de je sais pas quoi. On met ça sur un site et on crée des deepfakes porno. OK, il existe cette technologie-là, mais le monde, vraiment, là, il est temps qu'on monte un peu notre sens moral d'une coche parce que ça fait dur. Ça fait vraiment dur. Le problème, c'est de moins en moins la technologie, de plus en plus les abrutis, et ça, je pense qu'il faut le dire. Si vous faites ça, vous êtes un abruti. Voilà. On vous aime pas. C'est drôle quand tu parles que les il y a un bouton dans Facebook pour ça, on vous aime pas. C'est drôle que tu dis que les vidéos de lumière, des vidéos de 5 secondes en résolution 1024 par 1024, basse résolution, c'est plus que la résolution de départ de YouTube. Quand même pas mauvais. C'était 512 pixels, je crois. La résolution était ridicule. Ouais. C'est drôle que 1024 par 1024 soit devenu la basse résolution. La télé, c'est 640 par 480. Exactement. Exactement. C'est drôle que ce soit, on évolue, on avance tellement vite que la technologie qui a été annoncée dans les S24, les Galaxy S24 la semaine dernière, on annonçait qu'on avait entre autres entouré pour chercher dans son téléphone. Oui, Galaxy. #Pixel Drop, là, tu nous parles de hashtag, et voilà que c'est déjà possible d'utiliser cette fonction-là dans les pixels. C'est une technologie de Google, plutôt que d'interrompre sa vidéo pour voir, par exemple, c'est quoi les écouteurs que tu utilises. Je te regarde sur YouTube, je peux simplement faire une recherche directement en entourant tes écouteurs et je peux avoir c'est quoi. C'est déjà dans les pixels, très, très chouette. Une fonction qui est drôle, il y a aussi la rédaction magique qui est alimentée. Donc, on permettait dans les S24 de synthétiser ses notes, de générer des textes, des réponses intelligentes avec différents styles. C'est aussi maintenant dans les pixels. Et on a aussi les possibilités de transformer ses photos préférées en réaction. Photomoji. La photomoji. Oui. Photomoji qui permet de transformer ses photos préférées en réaction avec l'aide de l'intelligence artificielle de Google. Bien hâte de voir ça. Ce qui m'a fait rire, c'est que
la température, le Pixel 8 Pro a un thermomètre. Et ça, c'est très drôle. Je m'en suis servi un capteur de température, oui. Voilà. Ben, je me suis servi pour tester température de mon thé, température de mon café. Mais je m'en suis servi quand je suis allé à San José la semaine dernière. Je voulais voir la température de l'eau de la piscine. J'ai pu le faire. Aux États-Unis, on va maintenant pouvoir prendre sa température corporelle avec le Pixel 8 Pro. Ça a été, j'ai manqué le bout. Ça a été certifié par Santé États-Unis? Par FDA. Le FDA américain a certifié. Malheureusement, cette fonction-là n'est pas encore disponible au Canada. Et je trouve ça dommage, d'indiquer, on te l'offre, elle n'est pas certifiée par Santé Canada et tout, mais il semble que maintenant, c'est assez précis pour qu'on puisse capter la température de son front, voir si Tipou est malade, par exemple. Si je suis malade, Tipou, j'aime ça, pour les petits enfants, les petits poux, petits poux, des petites puces. Tu peux prendre ton téléphone, tu peux survoler le front et tu vas avoir une température assez précise pour être utilisée dans des applications de santé, par exemple, peut-être pour transmettre à son médecin. Je trouve ça chouette. J'espère qu'on va l'avoir au Canada. On peut déjà le faire entre vous et moi, là. On peut déjà prendre sa température, mais on peut le faire avec de l'eau, différentes surfaces métalliques, différentes du verre et tout, mais il n'y a pas d'option humain. Dans le thermomètre du Pixel 8 Pro en ce moment. J'espère que ça va arriver au Canada. Et il y a une nouvelle, j'ai mentionné hier que les options d'intelligence artificielle, synthétiser les messages vocaux, traduction automatique du S24, il semble qu'elle pourrait devenir payante. C'était gratuit avec l'achat du téléphone. Il semble que ça pourrait devenir payant après 2 ans. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, ils disent, finalement, cette belle fonction gratuite quand tu as acheté ton téléphone devient payante après 2 ans. J'ai hâte de voir comment ils vont rentabiliser ça. On parlait encore une fois en intro tu paies le matériel, les logiciels sont gratuits. Encore une fois, il faut faire rouler les serveurs qui permettent de générer des réponses avec l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, je trouve pas ça illégitime de réclamer une somme, sauf si on ne prévient pas au départ. Si ça revenait, parce que éventuellement, tout ce qu'ils veulent, c'est nous faire payer plus. Ça serait le fun si on pouvait payer comme autant puis avoir les choses qu'on veut avoir. Toujours dans le thème de l'intelligence artificielle, parce qu'on s'en sortira jamais. C'est au tour d'Apple de se lancer dans l'arène. Évidemment, ça fait un petit bout de temps qu'on se demande ce qui s'en vient chez Apple. Et là, les rumeurs, encore une fois, parce qu'on peut juste faire ça avec Apple, c'est qu'on aurait peut-être une nouvelle version de Siri avec une intelligence artificielle générative intégrée dans Siri l'automne prochain sur iOS 18 ou ce qui serait probablement l'iPhone 16. À prendre avec un grain de sel, mais c'était, je pense que c'est Reuters ou Bloomberg qui écrivait ça cette semaine. Donc, c'est quand même une agence... écoute, faut prendre avec un grain de sel parce qu'ils ont quand même tendance aussi à partager des rumeurs qui sont toujours difficiles à retracer jusqu'à la source. Mais longue histoire courte, la raison pour laquelle Apple serait en retard sur la course, où déjà Samsung, Google, Meta, tout le monde est rendu là, c'est que Microsoft, c'est qu'Apple veut faire tenir ses propres modèles de langage, c'est LLM, sur un iPhone ou sur un appareil local pour pouvoir dire, nous, on va pas sur le nuage. Alors, vos données sont protégées. Youpidou. Sauf que c'est un petit défi et on peut le faire sur un Galaxy S20. On pouvait le faire sur un Galaxy S23, donc j'imagine que ça soit aussi sur un Galaxy S24 à partir d'un modèle de langage de Meta qui sont open source, donc on peut télécharger librement et modifier à loisir. Et là, Apple, évidemment, ne permettra certainement pas d'utiliser de façon open source ces logiciels. Ça serait tout un revirement de la part d'Apple, mais quand même, de pouvoir créer un modèle qui permettrait de tenir sur un iPhone ou sur un iPad ou sur un appareil, ça serait même pas rien. De plus en plus, les processeurs chez Apple, il faut le dire, se ressemblent. Ils ont des noms et des appellations différentes. Le S9, ça, c'est l'Apple Watch, le A17 Pro, le M3. Bref, on est en train de harmoniser tout ça, même si les noms diffèrent. C'est toute la même, ce qu'Apple appelle sa fameuse silicone. Bref, l'important, donc, ce serait donc de réduire la taille des modèles de langage pour que ça tienne sur le téléphone et à l'inverse, justement, d'améliorer ces processeurs-là pour que ça tourne de façon fluide. Et on s'est rendu à un point où on aurait réussi à l'interne chez Apple. Et évidemment, tout ça, c'est Bloomberg qui le dit. On aurait réussi à faire tenir sur un iPhone avec la mémoire flash du téléphone un LLM entier, donc d'avoir cette capacité d'aller chercher de l'information et de générer du contenu, de la réponse texte fluide ou peu importe, à même un iPhone. Donc, ça s'en vient, semble-t-il. Du côté d'Apple, parce que c'est déjà ce qu'on fait avec le S24 qui est annoncé la semaine dernière par Samsung. Ben voilà. Et Apple sera en mode acquisition. Si vous êtes une jeune start-up en intelligence artificielle en ce moment et que vous travaillez sur cette nouvelle génération d'IA générative, ça serait peut-être le fun si votre but dans la vie, c'est de vous faire racheter par Apple, de leur en parler, parce qu'ils sont en mode acquisition en ce moment pour renforcer leur offre de ce côté-là. Donc, à suivre, mais ça se peut qu'on en reparle d'ici l'automne prochain, parce que c'est
sujet très chaud. Et Apple, semble-t-il, en tout cas, tarde à se lancer et sera en train de penser à le faire cette année. Donc, ça va être à suivre. Est-ce que tu as vu les derniers montants que j'ai vus au niveau des liquidités d'Apple, c'était plus de 200 milliards. Je me trompe pas, juste en liquidité. Ils ont aucun problème. Non, ils pourraient. C'est pas un problème. Ils pourraient effectivement racheter pas mal n'importe quoi. Je pense que leur coffre en banque est plus gros que le PIB de la plupart des pays dans le monde. Donc, oui. C'est quand même ça, c'est ce qu'ils ont en liquidité, là. C'est pas oui, exact, c'est ça. C'est accessible facilement. Ah, c'est très drôle. On jase. J'aime ça. Yeah. Ben, écoute, on est parti là. On est sur une lancée, mais on va quand même arrêter là-dessus parce que les actualités sont terminées, mais on va prendre une petite pause parce que c'est pas fini pour vrai. On va revenir avec des téléphones. Appareils, on le montre. On en a deux. C'est pas rien parce que OnePlus les a lancés cette semaine et c'est, tu sais, j'ai encore mon étiquette de moi, je l'ai enlevé. J'ai été fou. Les OnePlus 12 et 12R ont été présentés cette semaine, sont mis en vente dans les prochains jours au Canada et un peu partout et ce sont des téléphones qui, je pense que ça vaut la peine d'en parler de plus en plus. OnePlus, ils reviennent un peu à leurs origines. On a le téléphone. Restez avec nous. On en parle tout de suite après ceci à une tasse de tech. De retour à une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à une tasse de tech. C'est la deuxième partie de cette balado où on va vous parler de quelque chose de le fun. Moi, je veux juste dire, et c'est un petit bémol, mais OnePlus désormais appartient à la compagnie chinoise Oppo. OnePlus était chinois avant, peu importe. Et ça veut dire, à mon avis, qu'on n'aura peut-être jamais d'appareil Oppo au Canada parce qu'ils poussent cette marque-là plus. Mais ils ont aussi des beaux appareils Oppo. Oui. C'est juste ça que je voulais dire. Oppo, c'est une belle marque chinoise, mais écoute, c'est leur partenaire. OnePlus est devenu... Écoute, c'est rendu le OnePlus 12. 12 et 12 de techno. Ouais, ça a commencé avec le OnePlus du début, là, et ça a monté comme ça. Ils ont vraiment travaillé fort. Il y a eu... on en a discuté beaucoup dans le passé. Il y a eu une grosse passe où on s'est parce qu'à l'origine, ce que OnePlus promettait, c'est des téléphones haut de gamme, très performants, vendus au prix d'un téléphone d'entrée de gamme, donc beaucoup moins cher. Ils ont perdu ça au fil du temps. Ouais, exactement. Oui. Ils l'ont perdu parce qu'à l'époque, oubliez pas que tu avais Nokia, tu avais BlackBerry, tu avais le iPhone qui est arrivé. Le iPhone était là à ce moment-là. Tu avais Samsung. C'était des téléphones qui étaient coûteux et qui n'étaient pas toujours. Il y avait des specs très différentes. OnePlus arrivait avec un téléphone qui se voulait performant. Écoute, le OnePlus 12, j'ai été impressionné. Au niveau des specs, là, c'est assez chouette. C'est le nouveau processeur, le tout dernier processeur Snapdragon Génération 3. Donc, sensiblement le même que le S24 de Samsung. Il est approuvé pour Snapdragon Spaces, pour des réalités augmentées, pour des expériences améliorées en réalité augmentée. Il y a jusqu'à 16 GB de mémoire vive. L'écran AMOLED 120 Hz avec rafraîchissement flexible peut atteindre jusqu'à 4500 nits. C'est beaucoup. Beaucoup, là. C'est très, très, très lumineux pour regarder son écran. Une lampe de poche. Oui, exactement. C'est intense ici. Il y a toujours le petit interrupteur à 3 positions sur le côté que j'aime beaucoup. C'est important de le conserver, je pense, parce que je sais pas, parce que tu sais comme Apple pourrait laisser tomber le sien. Il a laissé tomber sur le 15. C'est le action button maintenant. Ouais, ils ont remplacé par d'autres choses, mais il y a une question de parce qu'à un moment donné aussi il y a les critères d'étanchéité, tout ça empêche, en tout cas favorise le fait d'avoir aucune pièce mécanique. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça va finir par disparaître. Mais si OnePlus peut le garder, c'est tellement agréable, ce bouton-là. C'est comme un vrai bouton, le vrai interrupteur 3 positions pour mettre son téléphone rapidement en mode silencieux. Vibreur, full volume. Voilà. Comme ça, tu es au cinéma, tu le sais, c'est tactile, très, très chouette. Exact. J'aime beaucoup par rapport au S24 qui a été lancé la semaine dernière. Les bords sont arrondis. Il y a encore cette petite rondeur sur les côtés quand tu le tiens en main. Je trouve ça très, très chouette. Et la capacité de la batterie, j'ai sursauté en voyant que c'était 5400 milliampères-heure par rapport à celle du iPhone 15, 3349 et le Galaxy S24 de base, 4000 milliampères-heure. On a 5400 milliampères-heure dans le OnePlus 12 de base. Je trouve ça, le OnePlus 12 de base, je trouve ça chouette, ceux qui ont besoin que leur téléphone dure un peu plus longtemps. Et la taille de l'écran, 6.8 pouces. Encore une fois, le iPhone 15, 6.1, Galaxy S24 de base, 6.2. Ouais. OnePlus 12, 6,8. Vous avez un téléphone. Il est quand même assez étroit, cela dit. Le rapport d'écran est assez, le rend assez profilé, assez effilé, mais ça fait quand même pas mal de, comment dire en bon français, de real estate sur l'écran. Il y a beaucoup un bel affichage. Le prix, au niveau du prix, sensiblement le même prix que le iPhone 15 de base, le S24 de base. Vous avez un téléphone avec un écran plus grand, plus de batterie.
Et 1069 $, de prix de base. Voilà, 3 caméras calibrées par Hasselblad. La collaboration, on est rendu à la troisième, quatrième génération de collaboration avec Hasselblad. Ça commence à faire quelques années. Et voilà. Je vais te dire ceci parce que tu parles de caméra. Quel appareil photo quand même. Le 11, j'étais plutôt bof. Le 10, c'était correct. On a vraiment fait une belle amélioration. On a changé le téléphoto. Le téléobjectif est pas mal plus le fun qu'il était. Ça permet de faire du 6X sans que ça paraisse. C'est optique jusqu'à 3X, mais on triche un peu, mais on crop dans les nombreux pixels autour pour aller chercher une image qui est plus nette. Et à 6X, ça fait des superbes photos. On va parler du 12R après, qui est la version bon marché du 12. Là. Il y a une différence, on le voit dans la qualité du rendu. Le 12 fait vraiment des belles photos. Oui. On peut en parler plus en détail là, quand tu seras rendu là, mais je voulais le dire, c'est important. Ben, écoute, j'aime beaucoup ça. Par exemple, pour les photos portraits, si on les prend avec les caméras principales, ça reproduit l'objectif XCD 3,5 30 mm de Hasselblad. Voilà. Ça va flouter, ça reproduit les objectifs classiques de Hasselblad, qui est pas une compagnie. Gros truc, ça, absolument. Et voilà. Donc, tu prends des très, très beaux portraits avec un bel arrière-plan flouté, sans que ce soit, encore une fois, on parle beaucoup de bokeh, puis de toutes sortes, mais souvent c'est artificiel. Dans ce cas-ci, on fait une belle job. Et si on veut, on peut même ajouter un filigrane Hasselblad à ces photos, si vous voulez vraiment marquer, là, créer et calibrer par Hasselblad, montrer l'équivalent d'objectifs et tout. J'aime beaucoup le système léger. C'est là que je voulais mentionner. Si tu veux ajouter quelque chose. Je veux dire un truc à propos de l'appareil photo qui a 3 objectifs. Et pour revenir au téléobjectif, encore une fois, parce que c'est rendu, ça signifie que c'est la tendance. C'est un objectif périscopique là aussi. On a replié, je vais le dire comme ça, la chambre entre les lentilles pour justement, mais c'est avec un jeu de miroir, on arrive à faire un 90 degrés pour que ça puisse rentrer dans le boîtier qui est très mince du téléphone. Et le design. Les enfants n'aiment pas beaucoup l'espèce de gros machin rond en arrière, mais quand on a déjà une caméra automatique, ça reproduit, quand on le tient en mode appareil photo, ça reproduit pas mal l'apparence d'un appareil photo numérique d'une autre époque. Donc, effectivement, je trouve que l'intégration de ça et l'apport d'Hasselblad est tangible. Tu sais, Huawei nous parlait de ses objectifs Leica, t'es comme, à part le nom, je vois pas ce qu'il y a d'original là-dessus. Et là, ici, vraiment, Nokia aussi nous a fait le coup à une autre époque avec des téléphones qui avaient des objectifs soi-disant développés par un fabricant. Puis je me trompe pas. Je pense que si ça se trouve, c'était probablement Hasselblad aussi, mais bref. Ils sont très très bien intégrés. Il y a un mode de prise de photo avec une signature Hasselblad. Donc, en dessous de la photo, et c'est un mode très large. Le filigrane, voilà. Filigrane, merci. Très panoramique, là. Dans un ratio d'images étonnant, mais ça fait des super belles images avec un beau grand format. Très large, vraiment le fun si vous voulez. Ça fait dès leur collaboration, leur première collaboration avec Hasselblad avait ce mode large-là, qui paraît-il un mode classique des objectifs et des appareils photo Hasselblad. Ça reproduit un objectif 14 mm en termes de grand angle, mais ça fait du super travail. Super beau travail. Le système, il roule Oxygène OS 14 basé sur Android 14. Voilà. Minimum d'applications installées. Il y en a quelques-unes, entre autres l'application de relaxation au relax et Zen Space. Je pense qu'ils veulent, puis ça permet de désactiver ces notifications très rapidement. Si ça vous intéresse, vraiment chouette. Il y a un contrôleur infrarouge. Donc, on peut contrôler ces appareils. De télé, télécommande infrarouge. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça sur des appareils ou je n'ai pas remarqué ça dans des appareils. Je trouve ça très, très chouette. Je m'ennuie de la radio FM dans les téléphones. Je suis un gars comme ça. Ah, mon Dieu. Ben oui, ça fait longtemps. C'est une belle fonction. Pas de données. Et c'est tellement naturel d'avoir ça dans son téléphone pour capter la radio, alors que maintenant, évidemment, ils veulent qu'on passe par les réseaux numériques pour aller chercher Mais je veux dire ceci. On a quand même d'excellentes balados qu'on peut aller chercher sur son téléphone. Excellent. Comme, écoute, une tasse de texte, c'est formidable. Je vous la recommande à tous. Balado de voiture aussi que Alain. Ah oui, ben là, si vous êtes dans la famille Cogeco, ça tient la route, je vous la recommande aussi. On parle de la pomme Titan. Et voilà. Et tout ça pour un prix vraiment surprenant, 1070 arrondi là, pour un téléphone vraiment chouette. Encore une fois, ça se compare très, très, très favorablement. Et je me permets de dire, moi, je vous conseille de payer un petit peu plus, 1200 $ pour avoir le modèle avec 512 gigaoctets de stockage et 16 gigs de RAM. Oui, le fini émeraude fluide. Ah, il est seulement sur la version plus chère. Sur la version un petit peu plus chère, malheureusement. C'est 130 $ de plus. Je pense que si vous êtes amateur de techno... Non, mais pour le stockage, ça vaut la peine, ça va faire tirer votre téléphone double du stockage. Ben oui. Double du stockage, 512 gigs, un demi-téraoctet, c'est quand même pas pire dans un téléphone. Écoute, c'est rare que je fais wow en déballant un téléphone.
Mais le fini Emerald Fluid, c'est un beau vert. D'ailleurs, le nouveau Pixel est disponible dans une couleur vert menthe. Vert menthe. Voilà, savon Irish Spring, si vous cherchez plus exactement le code couleur technique, là, oui. Et donc, le Emerald Fluid du OnePlus 12, je le trouve très, très beau dans l'espèce de pavé pour les appareil photo, t'as un petit brillant dedans, t'as un petit motif. La seule reproche, c'est qu'il n'est pas texturé, ce fini-là. Il est très glissant, je veux dire. Très glissant. Il me fait peur, oui. Je veux dire ceci, excuse-moi, j'arrête pas de t'interrompre, je suis très désolé. Parce que tu parles de l'endo mais si vous le mettez à l'endroit sur l'écran, et ça, c'est un gros plus à OnePlus, par défaut, il y a un petit film protecteur de l'écran que vous pouvez enlever si vous voulez, mais vous le laissez là. Évidemment, vous ne l'enlevez jamais. Mais toutes les premières scratches que vous faites dans les premières semaines, que vous faites, ah non, je viens d'acheter un téléphone à 1200$, ben cet écran-là, ce film-là, les absorbe et votre écran reste neuf plus longtemps. Et ça, sérieusement, je comprends pas que tous les fabricants ne fassent pas ça d'office. Donc, bravo à OnePlus pour celle-là aussi. En plus de, justement, le fini texturé à l'arrière qui est très joli. Mais comme il est glissant, on se dit, oh non, je vais péter mon écran. Mais non, cet écran-là est protégé. L'écran est protégé, c'est ça. Puis là, je me demande, je veux-tu mettre un étui là-dessus? Je le trouve trop beau! Pour vrai, le fini, le brillant est vraiment magnifique. Je trouve ça fantastique. 1070$. Et truc du pro, OnePlus permet d'échanger un vieux téléphone, peu importe sa condition. Sortez de votre tiroir un vieux téléphone flip brisé. Vous allez avoir un minimum de 150$ de remboursement. C'est un bon petit rabais. Je pense que 50$, ça se prend bien. Presque 10% du prix du téléphone. Jusqu'à 900$. Oui, c'est ça. Ça évite les déchets. 900$ selon le modèle de votre téléphone que vous retournez. Et les étudiants peuvent obtenir 5% de rabais. Mais encore une fois, c'est cool parce que OnePlus propose, on parle de flagship killer, de téléphone abordable et performant. Ben, il y a le OnePlus 12R. Oui, ben voilà. Un super bon deal. Il y a le malheur, si jamais ça vous embête, de ne pas être vert émeraude. Il est seulement noir mat à l'arrière. Donc, c'est un boîtier. C'est vraiment, on s'est dit chez OnePlus deux choses. C'est-à-dire, on veut toujours notre téléphone le plus haut de gamme possible qui défie la logique. Donc, ça, c'est le 12 tout court. Mais on veut aussi revenir à cette source qui était notre flagship killer abordable, qui est maintenant le 12R. Qui était déjà vendu en Chine et ailleurs dans le monde depuis quelques semaines et qui fait son apparition chez nous en Amérique du Nord. Je vais vous le dire tout de suite, 12R, il est 670$ pour un appareil qui va faire la job d'un S24 ou d'un Pixel 8 ou d'un téléphone d'autres marques. Il vient avec Oxygen OS 14 lui aussi, donc Android 14. C'est un détail non négligeable parce que si vous avez un vieux OnePlus, même un OnePlus de l'année passée, Oxygen 14 n'est pas encore offert au téléchargement, donc c'est une mise à jour qui tarde. Et sérieusement, moi je le dis, là, les mot à dit système Android, là, les fabricants, là, on peut-tu faire notre mise à jour quand le système est disponible, qu'on en finisse avec ce niaisage-là? Parce que là, tu as Android, bon, Google donne ça à la disponibilité des fabricants, qui, eux, doivent faire des tests internes, doivent développer leur propre interface, qui est toujours inutilement compliquée, donc ça prend du temps. Au Canada, on n'est pas un gros marché, donc ils sont moins pressés de la version canadienne, de la commercialiser, Ça fait que finalement, on l'a jamais quand on voudrait l'avoir, puis ça fait, en tout cas, moi, ça m'a donné, je suis tanné. Et donc, bravo à Apple pour ça, d'avoir de pas se casser la tête, mais sérieusement, si on pouvait. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le 12R a Android 14 avec Oxygen OS 14, qui est évidemment, qui est une interface exclusive à OnePlus, mais qui est minimaliste dans sa retouche et qui permet aussi de revenir à l'apparence de stock d'Android. Si on bidouille un peu, on peut changer la couleur facilement. L'écran est un poil plus petit, c'est 6,78 pouces de diagonale. Ouh, ça fait toute une différence, mais ça paraît pas vraiment. Essentiellement, il y a le même format. Il y a juste une petite affaire moins arrondie, je dirais. Donc un peu plus simple. 16 Go de RAM aussi dans sa version la plus équipée. 256 Go de stockage dans sa version la plus équipée. Il y a une version à 8 et 128 que je ne recommanderais pas nécessairement parce que c'est rendu un peu limite comme stockage. Ouais, ça dure. Ça. Parce que là, on parle de technologie qui peut durer 7 ans, ben voilà, puis de toute façon, c'est ça exactement. Même capteur de 50 mégapixels que dans le 12, donc beaucoup de pixels dans vos photos. On a moins travaillé les objectifs. On a une version non Hasselblad des objectifs. On a un objectif 24 mm, 16 mm et un mode macro. Donc, on a vraiment un appareil photo normal, un mode grand angle et un mode super gros. Faut zoomer de façon numérique si on veut faire des téléphotos, des téléobjectifs. Donc, ça, c'est un peu moins le fun. Moi, je vais vous dire ceci, et je suis peut-être complètement seul dans cette position-là, mais je me dis, si j'avais à fabriquer un téléphone avec moins d'objectifs, je garderais toujours le zoom, le téléobjectif, parce qu'il me semble que c'est l'affaire la plus fun sur un appareil photo. Et là-dessus, je me permets de diverger, Alain, que les zooms, c'est le fun, mais s'avancer, c'est le fun aussi.
Les gens ont tendance à s'installer au fin fond de la salle. Ils prennent des photos, puis ils zooment. Là, ils cliquent, et puis là, ils font le geste. Je fais le geste, là, ceux qui nous regardent sur YouTube, là. Mais tu sais, ils touchent leur écran, puis là, puis là, ils font ça avec leur iPad dans les airs, puis c'est ça. Ouais. Puis là, ça donne des photos qui sont pas terribles. Puis oui, c'est ce qu'ils vendent, puis oui, il semble que les fabricants, les manufacturiers, entre autres, Samsung, ultra stabilisation, intelligence artificielle et tout, pour prendre des belles photos, même si t'es loin dans la salle, mais s'avancer pour des photos, là, ça fait une différence. T'as raison, mais avec le zoom, c'est cool. Notre expérience là-dessus, pas la même que j'ai commencé dans le métier de journaliste et tout ça. Je faisais de la photo, mais de la photo de voitures sur des pistes de course. Évidemment, je peux pas arriver sur la piste, je vais me faire tuer. Oui, tout à fait. Ça me prenait un bon téléobjectif. Fait que cette notion d'avoir une distance pour faire des photos en action, j'ai toujours apprécié. Puis les téléphones ont vraiment de la misère à faire ça. Mais certains commencent à le faire. Le 12, je l'ai dit tantôt, le 12, son zoom, son téléobjectif est vraiment très bien. Le 12R, donc, n'a pas nécessairement cette fonction-là, mais c'est quand même un bel appareil photo qui fait des photos super correctes. Et surtout que si vous voulez faire comme à peu près tout le monde et que vous faites juste des selfies 3/4 du temps, l'appareil frontal fait 16 mégapixels, un objectif 26 mm. On peut un peu tricher pour faire un grand angle. Fait très bien le travail, fait des beaux selfies, belles couleurs, tout le reste. Sérieusement, l'appareil photo là-dessus, j'ai rien à redire. Il y a vraiment pas de problème. L'écran est très beau. Je trouve cette espèce de ratio-là très ultra panoramique tient bien en main. Mais c'est un peu long, là. Si vous n'avez pas des pouces de 1 mètre de long, là, c'est difficile d'aller chercher l'icône en haut à gauche, mais ça peut se faire. Sa pile est plus grosse que celle du 12. 5500 mAh. Ouais. C'est bon pour vraiment plus qu'une journée, là. Vous allez servir au moins une grosse journée et demie, sinon 2 si vous n'êtes pas un tapoteur compulsif, là. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est un bel appareil. Sérieusement, au niveau de la qualité, même processeur, génération 8. Génération 2 dans ce cas-ci. Excuse-moi, oui, 8, R, génération 2. Donc, qui était bon l'année passée, donc il devrait être très bon encore excellent l'an passé. C'est dur de lui reprocher quoi que ce soit, et surtout à son prix, parce qu'à ce prix-là, c'est moins cher qu'un Pixel 8 de mémoire, qui me semble est $700. Ou peut-être même 800. Bref, donc c'est pas un mauvais choix. C'est une belle offensive. Le seul défaut de ces appareils-là, en fait, il y a 2 défauts pour le 12R. Premièrement, il n'a pas la recharge sans fil, chose que le 12 a. Donc, on peut accoter son OnePlus 12 sur un pavé sans fil et c'est un truc. Recharge rapide aussi, là, 15 watts. Recharge 50 watts. Ouais. 50 watts. Il y a évidemment, il vient avec le câble et le chargeur super rapide dans la boîte, le 12. Le 12R, c'est la même chose. C'est rechargeur rapide avec fil. Moins rapide, cela dit. Et, il y a ça, puis l'autre truc que je voulais dire. Ah oui, c'est ça, c'est que si vous voulez acheter un téléphone OnePlus, c'est soit sur oneplus.com ou chez Best Buy. Il n'y a pas de deal avec les fournisseurs et c'est généralement comme ça que les gens se procurent un téléphone. Ils parlent à leur fournisseur. Hey, t'as fait 3 ans que t'es avec nous, t'as le droit d'avoir un rabais sur ton prochain téléphone. Et ça, OnePlus n'en bénéficie pas. Et ça, c'est un gros problème pour OnePlus. Et c'est dommage pour nous parce que c'est un bel appareil qui, s'il était intégré au catalogue des fournisseurs, ajouterait une petite touche de concurrence, n'est-ce pas? Qui nous permettrait d'opter pour un bel appareil. Et OnePlus, sérieusement, devrait faire des efforts, à mon avis, pour rentrer. Je sais pas comment ça marche dans cette arrière-boutique-là, mais ce serait vraiment le fun qui travaille là-dessus. Écoute, moi, j'ai parlé avec les représentants de OnePlus, puis il dit qu'il allait avoir des belles choses qui allaient se passer au Canada. Alors, je me permets de prédire, Alain. J'aime ça faire des prédictions. Hey, on est là pour ça. Il y allait avoir des opérateurs qui allaient offrir les téléphones OnePlus dans leur gamme. On va voir ça. Et j'ai vu aussi que c'était offert sur Amazon. Ouais, probablement, oui. Je l'ai pas vu encore. J'ai cherché ce matin, voyons, il est pas sur Amazon. J'assume que c'est peut-être juste aux États-Unis. Remarquez, le communiqué était peut-être pas clair, mais j'assume qu'ils vont peut-être se lancer sur Amazon aussi, peut-être avoir des promotions et des offres. On l'a pas ici, mais il y a aussi des nouveaux écouteurs qui ont été présentés et qui peut-être pourraient être inclus dans un deal. Tu sais, souvent, pour des spéciaux de lancement, précommande, achète un téléphone, on t'envoie les écouteurs. Les Buds de Pro 3, je sais pas comment ils appellent exactement, là, mais la 3e génération, qui était très bien, la version 2. La version 3, je l'ai pas essayé, mais elle semble la meilleure. À un moment donné, ces écouteurs-là se ressemblent pas mal tous. Là, ils ont tous à peu près le même genre de petits speakers, tout ça. Les Buds, les OnePlus Buds Pro 3, je sais plus comment ils s'appellent, je vais vous dire, me semble moins, leur fiche technique est moins le fun que celle des AirPods Pro ou des écouteurs chez les Galaxy Buds, chez Samsung, et d'autres produits concurrents. Donc, essayez-les si jamais vous avez la chance avant de les acheter. Sinon, s'ils sont offerts gratuitement, cassez-vous pas la tête, ça vaut la peine. Mais sinon, je sais pas à quel point. On m'a dit que, c'est pas la taille qui compte. On dit souvent ça, apparemment. Mais il me semble qu'à un moment donné, s'il y a des affaires où la taille, c'est important. Mais écoute, ils sont aussi moins chers. Hein. Tu dis qu'ils sont, voilà, c'est leur truc. Ils sont beaucoup moins chers aussi. Fait que, et je vois qu'ils sont lancés prochainement au Canada. Fait qu'on va probablement pouvoir les essayer et tout. Jusqu'à 44 heures de lecture pour des écouteurs. Probablement que ça va être la recharge dans les dessus.
Voilà. Et donc, à suivre de ce côté-là. Et si jamais vous trouvez tout ça encore trop cher, sachez que OnePlus va certainement sortir une version Nord de ce téléphone-là, qui a toujours la version meilleur marché dans les prochains mois. Et si vous êtes encore plus curieux que ça et que vous vous demandez comment ça se fait qu'on a des téléphones qui sont lancés au mois de janvier alors que personne n'a le goût d'acheter quoi que ce soit parce qu'on est tous en train de encore rembourser nos dettes de crédit de Noël, j'ai pas de réponse pour vous, je le sais pas. C'est certainement un trou dans le marché ou un trou dans l'horaire que Samsung et qu'au moins OnePlus essaient d'exploiter. Mais j'ai pas la réponse. Je sais pas si t'as une idée là-dessus, toi, Pascal. Des gens qui ont été déçus de leur cadeau de Noël, peut-être. Ou qui l'ont échappé le lendemain. Ouais, et ils ont reçu un nouveau téléphone. Puis, mais quand j'ai des nouveaux téléphones, moi, c'est très drôle. Les gens autour de moi, ouais, mon téléphone, il va moins vite qu'avant. Ah, tout d'un coup, ça marche plus. Ah, je pense que c'est le temps de remplacer mon téléphone. Fait que je pense qu'on titille les gens. Puis je pense que les durées de vie des téléphones sont aussi plus longues. Je pense que c'est un marché qui est plus, on fait plus, même en amateur de techno, on n'a plus envie nécessairement de remplacer son téléphone dès qu'il y a un nouveau modèle qui arrive. Ouais, c'est un bon point. Peut-être que le marché, en lançant en janvier, ça va nous travailler un peu. On va peut-être l'acheter à la rentrée scolaire, avant les vacances d'été, quand on va en avoir entendu parler pendant quelques mois. Je pense que c'est juste un cycle plus normal de lancement de produits. Un peu plus lent, plus raisonnable pour éviter que les gens achètent des produits. Peut-être aussi qu'on s'est rendu compte qu'il fallait laisser l'automne à Apple parce que tout le monde parle d'iPhone pendant une couple de semaines. C'est vrai. C'est vrai. Ça, il faut parler d'autres choses, puis il y a d'autres temps dans l'année pour parler de nouveautés. C'est un bon point, effectivement. Cela dit, tu parlais du processeur optimisé entre Qualcomm et OnePlus pour la réalité augmentée. Vous savez qu'il y a un casque de réalité augmentée qui s'en vient du côté de Google avec Samsung. Et on imagine, j'ai l'impression, en lisant entre les lignes de tout ça, qu'il y a une flopée de casques de réalité augmentée qui s'en viennent ou virtuels, là. Partenaires de Qualcomm, là, donc avec OnePlus, avec Samsung et avec d'autres fabricants, Google, qui pourraient être mis en marché dans la prochaine année. Oui, si jamais le fameux casque Vision Pro d'Apple est pas trop un échec, là, disons ça comme ça, parce qu'il n'y a pas des gros chiffres. Ce que tu avais prédit, ils sont déjà tous vendus, il me semble que c'est déjà vendu comme des petits pains. La production est probablement limitée. Apple est bon d'habitude pour produire des milliers, sinon des millions d'appareils pour satisfaire à la demande. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pénurie d'iPhone. Mais il semble que pour le casque, c'est plus limité comme stock. Probablement, c'est des appareils plus complexes à faire. Mais oui, tu as tout à fait raison. Snapdragon, entre autres, le processeur avec Vision intégré, c'est justement pour permettre des expériences de réalité virtuelle. Tu pourrais acheter un casque beaucoup plus abordable qui serait dont les données seraient traitées dans ton téléphone par le processeur du téléphone. Fait que là, tu pourrais avoir avec un casque qui a des très bonnes performances, pas très cher, parce que c'est le téléphone que tu as déjà dans ta poche qui travaille. Pour le gaming et tout, ça pourrait être un voilà. Voilà, on a ça. Nos partenaires? Ça complète bien le topo, mon cher ami. Ben oui, allons-y pour la fin de l'épisode. Ça va faire du bien, là, oui. Ici, Plan Hub, TELUS, Planet Hoster, Hello Darwin, merci à vous. Sur Marcox, ce sont toutes des entreprises québécoises. On a fièrement québécois au... Si tu me permets une parenthèse, parce qu'on n'a pas parlé de Planet Hoster tantôt, parce que cette semaine, j'étais en train de migrer les données de mon propre site sur leur plateforme. Wow. Et c'est ma faute, j'ai pas eu le temps de le faire, mais si vous cherchez un hébergeur de site web, parce que Planet Hoster, c'est notre partenaire, puis c'est ça qu'ils font, c'est un hébergeur québécois de site web et de solutions cloud et tout ça. Et mon premier feeling, évidemment c'est un partenaire, mais mon premier feeling, c'est que ça prend 8 secondes de créer un site web sur cette plateforme-là. Donc si vous cherchez une solution facile, et je vais vous en reparler plus en détail la semaine prochaine parce que je suis dans le processus là. Ils le savent pas, dites-leur pas, c'est ce que je suis en train de faire en tant que testeur mystère, tel un gars qui va gazer chez Ultramar sans le savoir, mais qui juge tout. Je vous en parle la semaine prochaine, mais si vous cherchez un hébergeur, Planet Hoster, c'en est un bon. À date. Plan Hub, TELUS, Planet Hoster, Hello Darwin, j'ai hâte que tu nous reparles de ton transfert. Moi aussi, tu vas me donner le goût. C'est toujours stressant de transférer un hébergeur. Hein. Écoute. Avec Planet Hoster, ça va être plus apaisant. C23, le groupe Cogeco qui distribue le podcast. Merci au groupe C23. Claude Hébert, la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellette. Merci beaucoup. Alain Mécana, on peut te lire partout, y compris dans le devoir, dans la balado de voiture, du plaisir. Moi, on peut me lire sur pascalforget.com et m'entendre aussi de temps en temps un peu partout. Voilà. Merci Pascal. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous le dis aussi comme ça en passant parce que c'est la fin. Allez vous abonner à notre balado sur les plateformes. Vous allez pouvoir écouter toute l'imposante archive parce que là, on termine notre saison 8 dans les prochaines semaines et on va rentrer dans la saison 9. Et là, je me mets au défi de trouver les autres balados qui ont 9 saisons derrière la cravate. Il n'y en a pas des tonnes dans les technos, en tout cas.
Donc, ça vaut la peine, si vous êtes nostalgique, vous avez du temps en voiture puis dans le trafic, allez backtracker, tout ça, c'est vraiment cool. Et en plus, vous aurez les prochains épisodes directement dans votre appareil dès que ça va être sorti. Comme celui-là, ça s'en vient bientôt, mais la semaine prochaine, il va en avoir un autre, puis la semaine d'après, puis celle d'après, puis vous allez tout le temps l'avoir prêt, frais, chaud, sorti du four ou de la machine à café dans notre cas. Donc, voilà, abonnez-vous. Entre-temps, nous, on prend une petite pause. Sinon, on se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde! C'est 23.